Ok, c'est parti pour 5 erreurs en CSS qui arrivent souvent et qui peuvent être très embêtantes, notamment si c'est la première fois qu'on les résout. On peut ne rien comprendre parce que le CSS, c'est ça aussi, c'est des erreurs il faut connaître, quoi. Il faut être passé par là, il faut avoir de l'expérience pour résoudre certaines choses. Donc je vous ai fait un fichier avec les 5 erreurs et puis on va le faire ensemble. Première erreur, respect des dimensions. Si on vous donne une maquette, si vous avez fait une maquette tout seul également, et qu'on vous dit je veux un bloc ici qui fait 300 par 300, eh bien vous allez faire ça. Vous allez faire un bloc ici qui fait 300 par 300, on fait clic droit inspecter, et normalement on voit qu'il fait bien 300 par 300. Super. Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à lui rajouter padding et des bordures par exemple? Si je lui mets par exemple des bordures de 5 pixels solides, Crimson par exemple. Hop, Crimson comme ça. Très bien, regardons les dimensions, patatras, on est passé à 310 x 310. Pourquoi? Parce qu'il y a des bordures qui sont rajoutées en haut, en bas, à gauche, à droite. Et on vous a quand même spécifié également, par exemple, on imagine qu'il y a du texte au milieu, et il faut qu'il y ait du remplissage, et qu'il faut qu'il y ait plus de remplissage à l'intérieur. Et donc, on commence à mettre un padding, comme ça, on commence à mettre un padding 50. Eh bien hop, il va grandir comme ça, il va grandir, et si je commence à regarder les dimensions, on est sur du 410 x 410, on n'est plus du tout sur le 300 par 300 qu'on avait prévu de base. Alors comment respecter ça? Eh bien il faut utiliser ça que je mets au début de beaucoup de projets. Alors on peut mettre directement box sizing ici d'ailleurs, alors ça je vous le montrerai après. Hop, box sizing border box, donc la propriété, ça va prendre en compte le padding et les bordures que vous rajoutez à votre élément dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Donc regardez, maintenant je passe dessus, ça fait toujours 300 par 300. Et le padding qu'on a rajouté n'est pas venu faire grossir l'élément, mais il est venu à l'intérieur, faire baisser plutôt la zone de contenu à l'intérieur. Pareil pour les bordures. Les bordures c'est la même chose, ça rajoute bien une taille, enfin ça rajoute des dimensions à un élément, et là en fait ça va être pris avec, ça va être calculé pour être contenu en fait dedans. Alors autant que faire se peut évidemment, si vous mettez trop de padding ou trop de bordure, eh bien ça va recommencer à grossir. C'est-à-dire que ici, bon par exemple j'enlève les bordures, et le padding, je sais que si j'en mets plus de 150, ça va commencer à grossir. 150 là ça grossit pas, ça en rajoute en haut, en bas, à gauche, à droite, et donc vous voyez que ce n'est plus que du padding à l'intérieur, mais si je rajoute 250 en haut, en bas, à gauche, à droite, vous voyez que ça grossit également. Donc autant que faire se peut, ça prend en compte le padding et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs, mais sinon évidemment si vous en mettez trop, eh bien ça va faire dépasser tout ça. Donc c'est très pratique pour respecter des dimensions, quand vous avez par exemple une maquette à respecter. Et donc ce qu'on fait en général, parce qu'on aime bien l'avoir sur tous les éléments, eh bien on fait sélecteur universel, pseudo-élément before after, et box sizing border box sur tous ces éléments. Puis on enlève également margin et padding vu qu'il y en a sur les paragraphes, les titres, les listes, etc. Et on est obligé de rajouter pseudo-élément before after parce que ce n'est pas compris dans le sélecteur universel. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est le CSS. Donc très bien. Ensuite, on va pouvoir mettre ça en commentaire. J'espère que vous y voyez sur portable également. Je me suis dit qu'on allait faire ça comme ça, mais c'est peut-être un petit peu brouillon au final. Allez, on continue quand même. Donc ici, on a la deuxième partie. J'ai appelé ça les éléments en absolute qui se font la malle, qui vont disparaître. Alors ici, on va enlever le bloc et on se trouve ici. Alors ici, on va voir une box qui est le parent de une div qui a la classe enfant ici. Alors donc la box parent, c'est ce qui est en green, pale green ici, et l'enfant, c'est ce qui est en crimson. Et souvent, on a envie d'utiliser position absolute, et notamment quand on est débutant, on aime bien l'utiliser parce qu'après, eh bien, on peut faire top left, etc. Alors, c'est pas que avec position absolute, hein, c'est avec position relative aussi, par exemple. Mais du coup, on aime bien ça. On aime bien ça, le mettre un petit peu partout. Moi, j'ai souvent des gens qui m'envoient leur code et je vois qu'il y a des positions absolutes qui sont absolument partout. Ce qui n'est pas une bonne manière de faire. Il faut l'utiliser de manière avec parcimonie, vraiment quand on sait ce qu'on fait. Et donc là, je mets position absolute, très bien, donc c'est à la sortie du flux, etc. Et je me dis, bon, bah, c'est toujours relatif par rapport à mon carré ici, c'est toujours, je vais pouvoir le déplacer. Imaginons, j'ai envie de le mettre si je tape ici bottom 0, ça va le mettre en bas de mon carré vert ici. Voyons voir si ça fait ça. Hop, 0 pixel, tac, et boum, c'est venu tout en bas ici. C'est venu tout en bas et non pas en bas de mon carré vert. Et la même chose, si je commence à faire top 0, ben hop, ça va aller tout en haut. Et là, si je fais left 0 pixel également, tac, ça va venir ici. Enfin, on n'est pas obligé de mettre 0, on peut mettre 20 également. On voit que ça ne fait pas du tout ce qu'on pourrait penser que ça fait, c'est-à-dire le déplacer par rapport à l'endroit où il est, l'endroit où il se trouve. Pourquoi? Parce que le parent n'est pas positionné.
la box ici n'est pas positionnée. Je lui ai mis margin, donc auto c'est venu la centrer 200 pixels, c'est venu lui mettre 200 pixels de margin en haut, mais ce n'est pas un élément positionné, il n'a pas position relative, il n'a pas absolute, il n'a pas fixed, etc. Et donc un enfant en position absolute va chercher un parent qui est positionné, s'il n'en trouve pas, il va être positionné par rapport au body. Et c'est exactement ce qui se passe ici, d'accord? Il est positionné par rapport au body. Comment régler ce problème? Donc pour le positionner par rapport au carré vert, on lui met par exemple position relative. Oups, pose rel, j'ai dit, tac, et hop, c'est bon, c'est venu se placer par rapport au carré vert. Voilà. Donc il faut qu'un parent soit positionné si vous voulez utiliser un enfant en absolute et si vous voulez placer cet enfant en absolute par rapport à son parent. Ok? Voilà, rien d'autre à dire pour ça. On peut le passer en commentaire et venir en dessous. Tac. Ensuite, le bug des flottes, le fameux bug des flottes. Alors, on a un container ici avec deux div side ici. Les deux div side, elles sont juste ici, elles font 200 pixels de haut et 50 pixels de large. Et regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais faire .side1, je vais dire tu vas float left, tu vas flotter à gauche. Hop, donc vu qu'elle est sortie du flux et qu'elle flotte à gauche, eh bien l'autre élément est venu se placer en dessous. Et du coup, l'autre side, on va faire la même chose. On va faire float right pour la mettre à droite. Hop, et voilà, ça a disparu, notre container a disparu. Alors, attention, ça n'arrive pas tout le temps ça, parce que regardez, je n'ai pas donné de hauteur à mon container, ok? Donc il avait juste la hauteur de son contenu, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais en général, c'est ce qu'on fait, on ne donne pas de hauteur et on laisse par exemple le texte avec le padding, etc. être la hauteur de nos éléments. Et donc vous voyez que si on a deux éléments en flotte comme ça, en enfant, et qu'on les fait flotter, eh bien ça va faire disparaître le container. Pourquoi? Parce que le container ici n'a plus d'enfants entre guillemets, plutôt il ne les reconnaît plus, et du coup il ne va pas prendre toute la hauteur qu'il faut pour les contenir. Okay, donc il va falloir le forcer à prendre cette hauteur-là. Il existe la technique du clear boss. On fait .container, after, donc pseudo-élément after. Dès qu'on a un pseudo-élément, il faut les initialiser même si c'est vide, comme ça, donc content vide. Ensuite, on en fait un bloc et on va venir le placer après les deux barres vertes ici. Comment on fait? On fait clear boss, comme ça. Alors, pour expliquer très rapidement et facilement clear boss, ça permet de dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir un élément à droite d'un élément flotté? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un élément à gauche d'un élément flotté? Donc en général, on met clear left, ça veut dire que ça va interdire d'avoir du contenu, d'avoir n'importe quoi à gauche d'un élément qui flotte. Clear right, si on a envie de faire la même chose à droite. Et si on met clear boss, on interdit des éléments d'être ici entre deux éléments flottants ici. Entre les éléments flottants, eh bien, on les interdit d'être ici. Donc, notre pseudo-élément after, eh bien, il va se retrouver juste après ici, juste après. Vous voyez, il n'a pas de hauteur ni rien. Il va juste venir se placer après les deux barres vertes. Et donc, il va forcer le container à avoir cette hauteur-là pour bien prendre toute cette hauteur-là. Et donc, au final, ça donne l'illusion que ça prend les deux blocs verts qu'on a mis à gauche et à droite. Voilà. Donc c'est la technique du clear boss. Alors ce bug on ne le rencontre pas tout le temps, surtout qu'on utilise de moins en moins les flottes, mais ça peut arriver et une fois que ça arrive, il faut savoir que c'est un bug connu et qu'on peut le régler comme ça. Allez, maintenant, hop, on met ça en commentaire. Ok, donc maintenant on passe en dessous ici pour les mots qui vont se casser ou pas. Ça aussi, ça peut être très intéressant parce que quand on tombe dessus, on ne sait pas vraiment comment réagir et quoi utiliser comme propriété. Donc juste, j'ai pris le mot allemand le plus long. Alors j'ai tapé mot le plus long et je l'ai trouvé parce que je sais qu'eux ils aiment bien coller des mots les uns aux autres pour signifier des choses. Je suis pas un expert du tout, mais je sais qu'ils font ça. Et donc là, ouais, vous voyez que le mot en fait il va dépasser. Pourquoi? Parce qu'on a donné une largeur définie. Et donc si un mot est plus grand que cette largeur, ça va dépasser comme ça, ce qui n'est pas très esthétique. Donc comment on peut faire pour régler ça? Pour commencer, donc ici on va prendre la classe all que j'ai mis sur le dernier paragraphe. Et on va faire, pour moi, je trouve que c'est la meilleure méthode, c'est word break. Et on met break all. Break all comme ça. Et donc, dès qu'on va avoir notre mot très grand qui a une lettre de trop qui va dépasser, ça va directement casser, venir à la ligne. Donc, je trouve que c'est une solution pratique, c'est efficace, ça fonctionne bien. Il en existe une autre qui peut porter à confusion. Donc, on prend la classe word pour le second paragraphe et c'est word wrap et c'est break word. Break word, ça va mettre le mot à la ligne d'abord, puis casser le mot comme pour break all. Mais d'abord, en fait, ça va mettre le mot à la ligne. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça prête vachement à confusion parce que les propriétés se ressemblent beaucoup. Mais du coup, choisissez celui voilà, qui vous plaît le plus
suivant le problème que vous avez. Est-ce que vous avez envie d'aller à la ligne ou est-ce que vous avez juste envie de casser le mot dès qu'il va dépasser? Ok, pour ça, on peut mettre ça en commentaire. Hop, on va tout mettre en commentaire. Et on va se prendre un grand texte juste en dessous. Et on peut avoir ce genre de problème également quand on va avoir un grand texte. Donc je l'ai appelé long txt ici. Et on va lui mettre donc long txt. On va lui mettre une width définie de 200 pixels. On va lui mettre une hauteur de 30 pixels par exemple. Et si vous voulez, border 1px solid hashtag 333. Voilà. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Alors quand est-ce que ça arrive ce genre de problème? Quand vous laissez des personnes se rentrer des pseudos dans des sites par exemple, et qu'ils se mettent des pseudos avec plein de W ou des choses comme ça par exemple, eh bien ça va venir dépasser, d'accord? C'est obligé, ça va venir dépasser comme ça. Comment on peut bien régler ce problème? Eh bien on utilise whitespace no wrap, ce qui va empêcher de wrapper, ce qui va empêcher de passer à la ligne. Overflow hidden, tac, hop, ça va cacher ce qui dépasse. Et on peut gérer et dire que dès que ça va dépasser comme ça, on va venir le repérer avec text overflow, donc dès que le texte dépasse, et on peut lui mettre ellipsis. Et ça va mettre 3 petits points comme ça, 3 petits points. Et pour terminer, vu qu'on a un peu trop de hauteur ici, vu qu'elle est en absolu, là on peut mettre 8 auto. Et regardez, hop, ça va me mettre automatique comme ça. Donc c'est très pratique pour régler le problème des gens qui se mettent des pseudos, ou alors même quand vous allez prendre des données que vous avez par exemple Google Maps et il y a des villes qui vont être petites en termes d'espace qu'elles vont prendre. Par exemple Paris, il y a juste 5 lettres, Lyon, des choses comme ça, Lille, ça va pas prendre trop de place, mais parfois eh bien, ça peut prendre beaucoup de place, peut-être des villes justement en Allemagne ou que sais-je, et donc dans ce cas-là il faut prévoir ce genre de choses. Si ça prend vraiment trop de place, eh bien on met 3 petits points comme ça par exemple, ça peut aider. Voilà, donc c'est la technique, c'est les trois propriétés comme ça qui sont liées pour ça. Ok, très bien, allez, on passe à la dernière. Alors ici, j'ai toujours un espace en haut parce que j'ai 3 breux ici qui sautent des lignes. Voilà, notre Hello World, il arrive tout en haut. Donc, la spécificité, ça c'est un problème, si on est débutant, qu'on tombe dessus, normalement, on ne peut pas le résoudre. On peut que poser la question sur Stack Overflow, mais on ne peut pas l'inventer, la spécificité. Donc ça fait partie de tout ce qui est cascade en CSS, etc. Et donc, est-ce qu'une propriété est appliquée ou pas? Si je fais H1 et que je lui mets un background green, ça va fonctionner. Hop, ça va me mettre du vert ici. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais par exemple H1.titre? H1.titre, ça veut dire tous les H1 qui ont la classe titre. Tous les H1 qui ont la classe titre. Et je lui mets background crimson pour voir. Et patatras, hop, c'est lui qui va prendre l'ascendant. D'accord? Alors qu'on est plus haut dans la cascade, c'est-à-dire dans l'ordre d'apparition en CSS, normalement c'est celui qui est en bas qui gagne. Et là, c'est celui qui est au-dessus qui a gagné, et donc il a remporté ici. Et donc ça vraiment, si on est débutant, on peut pas savoir ce qui se passe. On peut pas savoir ce qui se passe. Et donc là, c'est assez obvious qu'il y en a un qui est différent de l'autre, mais on peut avoir des sélecteurs assez, par exemple comme ça, et se dire ouais, mais pourquoi c'est le rouge qui gagne et non pas le vert ici, et se prendre la tête beaucoup pour ça. Ici, on a la spécificité qui rentre en compte, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord type, classe, ID et important. Ça, c'est l'ordre de force de vos sélecteurs. Donc, en premier, le moins fort, c'est type, ensuite c'est classe, ensuite c'est ID, ensuite c'est important, et ensuite on peut faire de l'inline styling, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici, quand je fais H1, par exemple? Eh bien, je prends juste un type, d'accord? Je suis au niveau 0 ici, enfin, je suis au niveau le plus bas de spécificité lorsque je prends des types, paragraphe, div, H1, etc., etc. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je prends un H1 plus une classe. Un H1 plus une classe. Donc, en général, on le présente comme ça, la spécificité. D'accord? C'est la force. Et donc ici, tac, on va avoir notre H1 juste ici, ça va être égal à ça. C'est-à-dire que ça va juste prendre un élément de type pour sélectionner notre titre. Et lui, ça va prendre à la fois un type et à la fois une classe. Et donc, ça va être plus fort que notre H1 juste en dessous. Voilà. Ok, donc ici, dès qu'on a des problèmes un peu insolubles où on va avoir des sélecteurs qui ne fonctionnent pas comme on veut, très souvent c'est de la spécificité. Et donc ici, j'aurais pu le battre encore ça. Regardez, j'aurais pu faire H1. Alors tous les titres H1 qui contiennent une classe titre, qui contiennent une classe titre important, qui contiennent une classe T1, je leur mets background noir comme ça et regardez, hop, ça passe noir. D'accord? Ça a battu celui-là et encore celui-là. Et donc lui, il a carrément un type et 3 classes ici. Donc ça fait cette force-là. 1, 3, 0, 0. Voilà. Donc il est plus fort que les autres juste en dessous. Attention, c'est quand la classe est collée ici, hein, pas quand la classe est comme ça. Là, elle est séparée. C'est juste une classe. D'accord? C'est juste les classes qui se trouvent dans H1. C'est pas les titres qui ont la classe titre.
Voilà, c'est différent. C'est différent, regardez, si je mets ça en commentaire, là c'est toujours le rouge qui gagne, et si je l'enlève, c'est l'ordre d'apparition de la cascade qui gagne, et donc c'est celui qui est en dessous qui va l'emporter quand c'est la même spécificité. Voilà pour ça, eh bien j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, venez sur Discord, venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning et également abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit et ça vous permet de rester au courant de news et de ce que je suis en train de faire sur le web. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.